Le vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque des livres, des disques, des films, des bandes dessinées avec enthousiasme et dans la belle contradiction. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, du cash dans un hijab, des cartons dans un van, Rodin chez Picasso et un palais désossé. Après le journal à 12h55, nous parlerons exposition, la double expo consacrée à Picasso et Rodin, et puis de l'art contemporain à Nîmes au palais de Tokyo. Mais pour l'heure, je suis en studio avec Sarah Hiller-Meyer, commissaire d'exposition et critique d'art, et Philippe Azouri, rédacteur en chef culture chez Vanity Fair, pour un programme cinéma. Dans quelques instants, Nomadland de Chloé Zhao, mais tout de suite, direction le sud du Sénégal. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alarba ko nyalaw mo moƴƴo Baba meɗi wiɗen sa woni imam aɗa felliɗe accude université o pour konko tuukoɓe ɓuri hen andude poɗɗen ko darnude l'islam en Le père de Nafi est le premier long métrage de Mamadou Dia, réalisateur passé par le photoreportage, qui livre ici une fiction située dans une petite ville du sud sénégalais d'où il est originaire. Thierno y est imam, il élève sa fille Nafi dans un islam modéré et tolérant. Lorsque l'arrivée de son frère Ousmane vient menacer les équilibres familiaux mais aussi communautaires, Ousmane s'est en effet lié avec des islamistes radicaux qui veulent faire main basse sur la ville. Et la première étape, c'est le mariage de leurs 2 enfants, Nafi et Tokara. Thierno s'y refuse. Les 2 jeunes gens, eux, ont leur propre projet. Philippe Azouri, un premier regard sur ce premier film. De Mamadou Dia. La première, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que justement des nouvelles du cinéma sénégalais ou même du Sénégal, à travers le cinéma ou à travers les infos, on n'en a pas tous les mercredis. Celle-ci est plutôt très belle, on peut le dire tout de suite. C'est plutôt un très très bon film, auquel on peut ensuite adresser quelques reproches. Par quoi il faudrait commencer? Les qualités? Oui, bien sûr, toujours. Non, une grande tenue cinématographique, vraiment. Une envie de répondre à l'éternelle et sempiternelle question que posait déjà Depardon en son temps. C'est Afrique, comment ça va avec la douleur? C'est vrai qu'on a l'impression que chaque film africain vient nous dire que ça va pas fort, ça va triste ou ça va inquiet. Ce film-là est plutôt inquiet. Il l'est pas tout le temps, il est plutôt doux dans sa façon de s'acheminer vers véritablement l'inquiétude. Et dans sa dernière partie, le film montre des choses qui sont glaçantes, dont on ne sait pas si elles sont déjà d'actualité, si on les a laissées passer en fermant plus ou moins les yeux ou en se bouchant les oreilles, ou si elles relèvent d'un avenir très proche et très très inquiétant. Sur les points un peu de reproche du film, c'est quoi là? On disait, il y a 2 frères, l'un est imam, un imam plutôt doux, plutôt modéré, et l'autre arrive avec une vision de l'islam qui est d'abord remplie de valises de forcément de dollars, mais d'argent et d'armes, et qui sombre dans une sorte de folie totalement aveugle, qui dépasse même les gens qui en sont les chefs d'orchestre. C'est très étrange parce qu'à côté de ça, on a 2 ados, ou post-ados qui veulent s'aimer.
ils n'arrivent pas à se faire une place réelle dans le film. Je trouve qu'ils On ne sont... sait pas s'ils veulent s'aimer, c'est ça qui est assez intéressant et compliqué. On sait qu'ils veulent s'utiliser l'un l'autre pour que le Peut-être. mariage soit réglé une bonne fois pour toutes et faire l'un plutôt de la danse, l'autre étudier à Dakar. Des neurosciences, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu un piège. Alors moi j'aime plutôt ça, mais on peut croire qu'il s'agit de ça. Et puis Nafi, le prénom de la jeune fille, est au cœur du titre. Et pour autant, le film commence par ça, puis se détourne, enfin se décale Et par voies successives. Ouais, ils s'en détournent très très Mm. vite pour, j'ai l'impression, de raconter la trajectoire qui est très dure. Finalement, c'est assez rare dans le cinéma, dans le reste du cinéma mondial, enfin, de raconter le récit depuis deux hommes, deux adultes, deux frères qui n'ont l'un et l'autre à peu près rien compris à l'histoire telle qu'elle est en train de se dérouler. C'est-à-dire que l'un prend le mauvais chemin et l'autre en est littéralement impuissant. C'est ça qui est très bizarre, c'est que le père de Nafi, c'est le portrait d'une impuissance totale. Ça laisse un goût assez âcre au film. Ce goût, il n'est pas inintéressant, hein, voilà. Mm. Mais il faut accepter dans la longueur du film de passer quasi 2 heures avec des gens qui n'arrivent pas, enfin qui l'un comme l'autre ne trouvent pas la solution à apporter à une jeunesse qui, elle, deal ce qu'elle peut avec Mm. les faits. Oui, c'est vrai que c'est un film sur l'empêchement. Sarah Eller-Meyer. Enfin, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a tout de suite, ce que je retiens, je crois, le plus, c'est la façon dont Mamadou Dia de restituer en fait l'ambiance, le rythme et le fonctionnement d'une petite ville au Sénégal, puisque ce qu'on voit en fait au début et tout le long du film, c'est une petite ville donc qui a une vie plutôt tranquille et douce, comme le disait Philippe, et où la religion musulmane, à travers la figure donc de l'imam Tierno, a essentiellement finalement pour rôle en fait d'encadrer, surtout de faire communauté, d'encadrer les mariages, les enterrements, d'écouter les personnes qui en ont besoin, de garder leurs secrets. Ce qui fait qu'il n'y a rien d'autoritaire en fait dans cet islam qui est totalement sécularisé. Il vient pas régir la vie individuelle des gens. Ce qu'on voit, c'est que les femmes, par exemple, elles portent pas forcément le voile, même pas du tout. Les hommes et les femmes se rencontrent assez librement. Il y a beaucoup de rapports aussi entre les générations. Ce qui fait qu'en fait, l'arrivée de l'intégrisme dans ce film et dans cette petite ville paraît, je crois, volontairement, dans un premier temps, comme quelque chose de, pas de saugrenu, mais qui fait pas sens, du moins pas immédiatement sens. Alors, on comprend qu'il y a des dysfonctionnements au niveau des structures publiques, que les infrastructures aussi pâtissent peut-être d'un manque de financement, et que c'est par ce biais-là que l'intégrisme va pouvoir s'insinuer. Mais pour autant, en fait, à aucun moment, il y a un rapport évident dans ce film entre islam et intégrisme. Bien au contraire, en fait, ce qu'on voit et ce qu'on sait déjà, c'est que l'intégrisme religieux, enfin l'islam radical, c'est essentiellement peut avoir en fait avec la religion, c'est essentiellement un mouvement politique qui instrumentalise en fait la religion comme levier de pouvoir. Et donc moi, ce que je vois dans ce film, ce que je retiens, c'est que c'est une confrontation en fait entre deux mondes, entre un islam sécularisé, comme on a finalement un christianisme sécularisé en Europe, et de l'autre une forme d'intégrisme. Et c'est la mise en scène de ce choc que je trouve très réussie et qui est donnée à sentir justement par cette quiétude qu'on ressent au début et qui est soudainement comme ça bousculée, violentée par l'arrivée de la menace en fait djihadiste, quoi. Oui, ce qu'il faut dire, c'est pas évident, je pense, quand vous parlez de confrontation entre deux islams qui se jouent à travers deux personnages, ça pourrait paraître très grandiloquent. Or, le film travaille à l'image et à l'échelle de chaque scène des choses très simples, c'est-à-dire que l'islam radical, où en effet c'est plutôt un mouvement politique et économique qu'un mouvement religieux, il arrive littéralement par débiller dans un hijab. Et cette scène-là, par exemple, elle est très belle parce qu'on se rend compte que cette espèce de changement communautaire, de changement au niveau de la ville, il se fait à l'échelle d'une petite réunion où il y a 10 personnes. De la même manière, il y a d'autres scènes. Il y a une scène où on crève les ballons. Oui. Qui passe par-dessus le mur de la mosquée, parce que le football, on le sait, est une des choses qui a été interdite quand l'islam a mis main basse sur l'islam radical sur des villages et sur des petites villes de cette région du monde. Et ça, c'est fait très simplement. On crève juste le ballon et puis on n'en parle plus. Et ça, c'est quand même assez précieux dans des représentations qui, pour nous, sont souvent très grandiloquentes, je trouve, Philippe Azouri. Non, mais vous avez tout à fait raison, Lucille, et Sarah aussi. Enfin, vraiment, ça se joue dans un rapport qui est très, très concret, qui est presque municipal. Et là-dessus, Sarah a vraiment entièrement trouvé le mot. Enfin, c'est faire communauté.
on voit des villages ou des villes, enfin après le problème il est le même à plus grande échelle, où des imams, des maires essayent de travailler main dans la main pour faire communauté, pour régler les problèmes des gens les uns après les autres, et on voit un mouvement politique radical qui vient de l'extérieur, avec un argent qui vient aussi de l'extérieur, et qui profite effectivement de tous les dysfonctionnements, du manque de moyens, des fatigues, de un ou deux moments de parasitage politique, et s'infiltre là-dedans. Le film là-dessus, il fait vraiment ce travail-là, enfin de ramener l'idée du village, elle est très belle, parce que c'est plus du tout, enfin voilà, on n'est plus du tout dans une portée géopolitique, alors qu'on est dans la géopolitique et que tout est géopolitique à cet endroit-là. Mais on le voit sur du concret, on le voit sur c'est une famille, un village, c'est des cousins, c'est tout petit, et ça bascule quand même vers une folie effrayante, enfin. Et pour autant, il y a de la forme parce que Mamadou Dia parle notamment de la référence au western qu'il a beaucoup travaillé et qui agit plus peut-être vers la fin du film. Il faut dire aussi, parce que c'est vrai que vous avez dit c'est un film doux, mais il y a quand même une sorte d'accélération avec des scènes assez terrifiantes et puis même d'action, une sorte de course-poursuite à la fin, la nuit dans la ville presque vide, qui là pour le coup en effet appelle ce type de référence de cinéma hollywoodien et que je trouve très réussi parce que pas du tout artificiel par rapport au début du film Sarah. Oui, c'est vrai que la dimension western a été, on peut y penser dans la mesure où c'est deux personnes qui en fait luttent pour le contrôle d'une ville. Après, moi, je trouve que ça a plus à voir avec la tragédie, déjà dans sa façon de croiser en fait enjeux politiques, conflits familiaux et histoires privées, puisque finalement, comme on vient de le dire, ce à quoi on a affaire, c'est une lutte, une guerre de pouvoir en fait entre Tierno et Oussama. Le frère. Oui, le frère Oussama qui est en fait revenu de l'étranger, qui est devenu intégriste entre-temps et qui fait l'intermédiaire entre les djihadistes et la ville de Yonti. Dans ce sens-là, d'ailleurs, on comprend bien que l'intégrisme pour Oussama, c'est un levier de pouvoir et c'est un instrument de revanche personnelle, manifestement peut-être pour réparer une blessure narcissique qui remonterait à sa vie familiale. Alors, effectivement, je ne veux pas spoiler le film, mais ça finit pas très bien. Et ce à quoi on a affaire, en tout cas, c'est clairement une tragédie politique et familiale, je pense, comme le sont peut-être d'ailleurs toutes les tragédies. Mais en tout cas, sur le plan de la dramaturgie, je trouve ça très intéressant d'aborder l'islam radical comme une tragédie qui a des ressorts à la fois politiques et familiaux. Et surtout, dans les premières victimes, en fait, ce sont les musulmans, c'est leur communauté et c'est les cellules familiales. Un dernier mot, Philippe. Quand je dis que j'avais des reproches, c'est que je trouve qu'il s'approche très très tôt dans le film de quelque chose qui est très beau, avec une sorte de promesse. C'est qu'à l'image, il a une image qui est presque fantomatique, un peu ensablée, enfin, des corps qu'on a l'impression qu'ils sortent du paysage. C'est très très fort. En plus, il vient du photojournalisme. Et ensuite, il arrive à une image qui est beaucoup plus douce, qui est très belle, très 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 maîtrisée, mais quand même. Et enfin, là-dessus, on comprend aussi premier film à l'intérieur d'une production sénégalaise. Et c'est pas du tout avoir une supériorité de dire ça, mais il arrive déjà à faire quelque chose qui est très très beau, et il n'arrive pas à s'aventurer plus loin dans le film vers cette inquiétude qu'il y avait, cette étrangeté qu'il y avait dans ses premières images, sauf vers la toute fin. Et là, je pense qu'il touche quelque chose du doigt. Mamadou Dia qui n'a pas osé pousser plus loin, ou peut-être que les structures ont fait qu'il ne pouvait pas encore pousser plus loin, alors qu'il y a là quelque chose qui aurait fait de ce film-là, enfin qui lui aurait donné une force supplémentaire. Mais le film tel qu'il est, tel qu'on peut le voir là, c'est un film qui est déjà incroyablement prometteur. Enfin vraiment, il donne des nouvelles très très intéressantes du cinéma sénégalais. Allez voir Le père de Nafi de Mamadou Dia, il est sorti en salle mercredi dernier. France Culture. La critique, Lucille Como. Chloé Zhao est née en 1982, elle a grandi à Pékin, puis étudié le cinéma à Londres et à New York. Ses 2 premiers longs métrages ont été diffusés largement dans les festivals qui consacrent le cinéma indé américain. Nomadland la propulse au-delà, puisqu'il a remporté à la fois le Lion d'Or à Venise, mais aussi plusieurs Oscars, meilleur film, meilleure réalisatrice. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Don't worry about me, I'm okay. My husband worked at the USG mine in Empire, and I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. What did you name your van? Vanguard. Oh, that is very strong. She is. You're my sister. When you were growing up, you were eccentric to other people. It was just because you were braver.
Nomadland, c'est l'histoire de Fern, interprétée par Frances McDormand. Elle a tout perdu, son mari emporté par la maladie, son logement, son travail, dans une ville littéralement effacée de la carte après la faillite de l'industrie locale. Elle vit de petits boulots saisonniers entre les hangars d'Amazon et la cueillette de betteraves. Sa maison, c'est son van aménagé. Mais Fern n'est pas seule pour autant. Elle peut compter sur la communauté mouvante mais fidèle des nomades, ceux qui, comme ils ont choisi, à moins qu'ils ne le subissent, roulent à travers l'Amérique. Sarah Ehler-Meyer. Oui, alors je crois qu'on va pas du tout être d'accord, mais oui, vous avez senti l'ironie dans mon résumé. Oui, mais disons que, quand même, je trouve que c'est un film qui est d'ailleurs assez difficile à critiquer parce que d'une certaine manière, il est bien sous tout rapport. Déjà par son sujet, évidemment, parce que Chloé Zhao montre un mode de vie, une communauté invisible ou très peu visible, donc celle des nouveaux nomades aux États-Unis. Après, quand même, l'écriture scénaristique, je la trouve plutôt réussie dans le sens, je trouve ça plutôt bien, se dérouler sur une année au fil des saisons où on suit Fern, donc jouée par Frances McDormand, et les différents nomades qu'elle croise, qu'elle quitte et puis qu'elle retrouve dans les différents lieux où ils travaillent. Un peu comme on suivrait Serrer des oiseaux migrateurs, ce qui est une image qui revient plusieurs fois dans le film. Peut-être que c'est un peu appuyé, mais je trouve que ça marche quand même plutôt pas mal. Après, il y a un point fort quand même énorme, moi, je trouve, au film. Je ne sais pas si on sera d'accord, mais c'est le casting et la direction d'acteurs. On pourra y revenir. Après, néanmoins, moi, je ne suis pas totalement accrochée par ce film. Je me suis, je dois dire, un petit peu ennuyée. Et je crois que ça tient à la réalisation, qui d'une certaine manière est elle aussi un peu assez irréprochable, puisque c'est assez sobre, c'est assez élégant. Moi, je trouve il y a peu de musique additionnelle, à mon sens. Et ça vient pas tellement surappuyer ou diriger la musique qu'on entendait dans la bande-annonce revient à plusieurs reprises. Mais pas tant que ça, je vous trouve un peu dur. Non, mais bon. J'ai rien dit, j'ai juste dit que c'était la musique qui était dans la bande-annonce. Mais après, moi, ce qui me dérange, c'est le surdécoupage des scènes, qui peut d'ailleurs, dans un premier temps, passer inaperçu, parce que le montage est très fluide. Mais en fait, les plans, ils durent en moyenne 7 secondes, ce qui fait qu'à mon sens, ils prennent une valeur informative plus qu'une valeur expérientielle. Valeur expérientielle qui serait passée par le fait de donner plus de temps, en fait, au plan, ou d'épouser des temporalités, des rythmes plus variés. Ici, quelle que soit la nature de ce qui est filmé, alors que ce soit une action, des discussions, un moment plutôt contemplatif ou un moment d'attente, tout est traité de la même manière avec ces plans très courts. Ce qui fait que je trouve que en fait, la réalisation a quelque chose d'un peu formaté, à mon sens, dans la mesure où ce découpage très rapide qui devient systématique à force, il me semble, de chercher l'efficacité narrative et à ce que le spectateur ne s'ennuie pas, j'ai l'impression que c'est un type de découpage très hollywoodien aujourd'hui et qui pour moi ne permet pas de donner toute son ampleur à ce film, qui passerait par une dimension plus sensible en fait. Pour moi, je n'éprouve pas. Philippe Azouri. Bon, la première chose, c'est qu'effectivement, le film vient à nous avec précédé d'abord d'un Lion d'Or à Venise, ensuite de 3 Oscars et non des moindres, enfin, meilleur réalisateur, meilleure réalisatrice, meilleur film, meilleure actrice. Sur ce qui est de l'actrice, en tout cas, sur Frances McDormand, c'est vraiment mérité. Enfin, elle est hallucinante dans le film. Elle porte quelque chose de quasiment documentaire. Elle a effacé l'actrice. Tout ça, donc, pour une femme de 37 ans, il y a quelque chose qui arrive en termes d'information qui est très très fort. Et immédiatement, tout de suite, dès qu'on rentre dans le film, on voudrait oublier tout ça. On voudrait recevoir le film tel qu'il est, là aussi dans son cheminement. Ce film-là, Sarah disait, un découpage un peu trop hollywoodien. J'ai eu l'impression que ça se passait ailleurs, le problème. Et non, mais vraiment, c'est un problème qui m'intrigue, c'est un problème à l'image. Elle choisit, Chloé Zhao, de filmer tout le film donc en scope grand angle, donc dans un récit qui raconte la traversée d'une Americana ou d'un grand paysage américain par des gens qui sont pas exactement des homeless, mais qui sont des gens qui n'ont pas de toit, mais qui sont des nouveaux nomades et qui font ça en caravane. Mais les caravanes sont sans doute un peu des maisons dans un projet à venir, en tout cas de société. Elle le fait sans les intégrer dans le... Si, quand même. Non, mais... je vois Lucie. Il y a un projet. On peut très bien décider de tout plaquer, de partir en caravane. Moi, je constate juste que la difficulté, par exemple, à mettre des mots sur les gens, c'est-à-dire on dit des nomades, on ne sait pas s'ils ont choisi, on ne sait pas s'ils ont vraiment un projet de société ou s'ils subissent totalement la crise, c'est un problème politique énorme dans le film. C'est une complexité qui est réelle, en fait, moi, je crois, surtout. Elle n'est pas traitée. Enfin bon, moi, je trouve qu'elle n'est pas alors traitée. justement, j'y viens. C'est peut-être ça. Alors, je suis très étonné. Donc, elle choisit de filmer ça en scope grand angle. Et le scope grand angle, avec uniquement des gros plans visage, intègre très très mal le paysage.
c'est ensuite un deuxième problème, c'est que le scope grand angle bouffe une lumière absolument délirante. Elle le fait quasiment sans lumière additionnelle, ce qui fait qu'elle a littéralement pendant le 3/4 du film une lumière à chier. Je suis désolé de l'expression. Et ce qui est très troublant, parce qu'au début on se dit mais comment on peut arriver à ce point-là de difficulté, alors que par ailleurs son chef-op, qui est aussi son compagnon, mais c'est pas le problème, c'est le même chef-op depuis 3 films. Enfin, je veux dire, ça a été pensé en fusion. Et c'est que ça aussi quand même la grande force des films qui viennent précéder, qui sont héroïsés, c'est que ce qui semble être leur faute ou leur difficulté, on commence à y réfléchir comme des points forts, comme des avantages. Et c'est vrai qu'il y a dans cette incapacité à coller, c'est-à-dire soit elle filme le paysage seul, soit elle filme le visage en gros plan, ils n'arrivent pas à fusionner. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, bah oui, à la fois, elle traduit cette volonté que peut avoir cette femme-là, ou ces communautés nomades, de ne pas rejoindre le rang, de quitter, d'inventer une route, de redevenir des pionniers s'il le fallait, et en même temps, non, ce sont des exclus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place non plus sur les routes, ils n'ont pas de place dans le paysage américain, pas plus qu'ils n'en ont dans les villes, dans une ville comme Empire qui est en train de céder. Et du fait que ce reproche-là n'a cessé pendant toute la projection hier de m'intriguer, parce que je pense qu'il se passe quelque chose de très fort à cet endroit-là dans l'articulation. Je ne suis pas sûre que justement l'articulation et en même temps, qui je pense est en effet la bonne, construisent de vrais discours, en tout cas de dynamique politique. Moi je trouve que c'est un film qui assèche totalement la question sociale. Or, j'ai l'impression que c'est son sujet. Et vous avez parlé, par exemple, on va peut-être parler de l'actrice de Frances McDormand, qui est vraiment hyper attendue dans ce rôle. Moi, je trouve au contraire qu'on voit l'actrice parmi les anonymes, qui en effet sont pas des acteurs professionnels, sont des gens en effet de la route, qui ont été filmés autour de 2 acteurs hollywoodiens qu'on repère comme des moutons blancs au milieu de la communauté, moi je trouve ça un peu gênant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Sarah. Alors non, justement, moi je suis pas du tout d'accord là-dessus. Enfin, déjà pour la question de la désarticulation du paysage et des personnages, et puis le fait qu'on voit peu la route, je pense que ça c'est plutôt intéressant dans le sens où c'est une manière de déromantiser aussi, en fait, la question du nomadisme. C'est pas un road trip, c'est pas un film de road trip. Ça je pense que c'est plutôt juste de sa part. Après, moi je trouve que justement le casting et la direction d'acteurs, c'est un des points forts du film. Donc c'est essentiellement des acteurs non professionnels, des nomades. Et ce que je trouve très intéressant dans la façon de travailler de Chloé Zhao, c'est que ces nomades ont une vraie place. C'est pas des figurants ou des silhouettes, hein. C'est des vrais personnages qu'on écoute et dont les témoignages et les vies en fait s'intègrent vraiment au récit et se mêlent à la fiction. Je trouve qu'on croit complètement à la coexistence des 2 acteurs professionnels, Frances McDormand et l'autre, je me souviens plus de son nom. David Strathairn. Voilà, merci. Les interactions. Il est un peu trop joli quand même. Enfin, je sais pas. Moi, je savais pas que c'était je le connaissais pas comme acteur, donc je l'ai vraiment pris pour un vrai nomade. Et je trouve que les interactions, les dialogues sont plutôt très justes, quoi. Enfin, et après aussi, quand même, il y a cette figure. Ce qui est intéressant, ce que fait Chloé Zhao, c'est de la même manière que dans The Rider, c'est de revisiter une figure du rêve américain. Elle le faisait avec le cow-boy. Là, c'est la figure du nomade avec des nouveaux nomades qui en fait prennent le chemin inverse des pionniers qui partaient de rien, en gros, pour conquérir l'Ouest. Là, on a affaire à des gens qui partent d'une forme de confort, de classe moyenne ou populaire, ils se retrouvent dans un dénuement important, on va dire. Et c'est ça que je trouve est montré avec beaucoup de subtilité, dans le sens où le fait que leur vie puisse être une conséquence du capitalisme, ça fait pas l'objet d'une démonstration. On le comprend, mais c'est pas pour autant théorisé. Ce qui fait que leur situation, moi, vous parlez du fait que c'est pas tranché, mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce soit pas tranché, que ce soit complexe, comme le sont ces personnages, parce que pour certains d'entre eux, il se trouve que ce mode de vie, on le comprend, c'est une forme aussi de liberté, en tout cas face aux autres possibilités, et face aux autres possibilités qu'ils ont dans cette société. Donc, en tout cas, je trouve que Chloé Zhao place son regard au bon endroit, déjà par cette forme en évitant tout misérabilisme ou manichéisme, et pour une forme d'indétermination qu'on retrouve dans la tonalité du film, qui est assez lyrique et triste, et dans cette forme de docu-fiction qui inclut quand même les personnes dont elle parle. Philippe Azouri. Je suis vraiment d'accord là-dessus, je rejoins totalement Sarah. Si c'est une contestation qui est très sourde, qui est très intime, qui est très solitaire. Effectivement, c'est plus la route à conquérir, c'est plus ce projet-là d'Americana, c'est le bas-côté, ou la route, ou la fuite. Et ils choisissent la fuite.
est très bien. Et s'il y a aussi cet attachement à la rencontre, et c'est pour ça qu'elle ne filme que des gros plans. C'est pas la route qui l'intéresse, c'est même pas l'Amérique qui l'intéresse, c'est plus que les visages, la survie ou les traits qu'on peut voir, quitte à sacrifier la belle image, la carte postale ou tout ce qu'on veut, et ça devient intéressant aussi. C'est qu'il y a, ça vient aussi, enfin on le dit assez peu, mais je veux dire que Nomadland est adapté d'une non-fiction, de ce qu'on appelle non-fiction books aux États-Unis, d'un livre de Jessica Broder, qui a été traduit en 2018 ou 2019 en France. C'est quand même une torsion intéressante, c'est de partir d'un livre qui à sa façon déjà donner la main à un autre livre qui a été publié il y a une dizaine d'années de William Wellman qui s'appelait Pourquoi êtes-vous pauvre, qui refont comme ça, voilà, toutes les communautés d'exclus. On voit depuis 2008, depuis la crise des subprimes qui revient, là d'ailleurs, qui est un moment qui est débattu dans le film, comment toute une Amérique, et après c'est un plan dans lequel on peut tous se projeter, nous, même Européens, enfin, je veux dire, on n'y échappe pas, comment toute une Amérique se retrouve à la rue ou sur la route, et comment on peut la raconter progressivement peu à peu. Et ça, partir d'une non-fiction, d'un récit de non-fiction, pour en tirer une fiction qui, effectivement, moi, il y a le piano à la clé d'Hermann, ça m'horripile. Ça aurait pu être tout le temps. On connaît des films qui sont réellement odieux sur cette question-là. Là, ça doit être quoi, 8 ou 9 minutes. Pour moi, c'est déjà 9 minutes de trop. Mais c'est vrai qu'il y a une torsion qui est quand même intéressante. Comment on fait un film de fiction oscarisé, Lion d'Or, ce qu'on veut, mais même voilà, un film de fiction tout simplement avec des acteurs qui sont des stars et des non-professionnels, tout en partant d'un document de non-fiction qui est un document littéralement de la littérature à la fois journalistique et sociologique ou même de sociopolitique. C'est pas rien, enfin, je veux dire, c'est vraiment un film qui est intéressant. Je sais pas si c'est un film qui est satisfaisant, moi le film m'a plutôt plu, mais je sais pas s'il m'enchante pas, c'est pas un choc au sens où voilà, on attend ça. C'est pour ça qu'il faut oublier le Lion d'Or, les Oscars, mais le prendre comme un objet qui est à tous les endroits très très intéressant. Vous me faites presque changer d'avis parce que vous êtes tous les deux d'accord. Non mais c'est vrai, je vois vraiment une sorte d'opération d'enfumage général, ça m'a horripilé. Donc c'est étonnant de vous entendre en parler comme ça, faudrait que j'aille le revoir. Sarah Hiller-Meyer, un dernier mot. Oui, non, mais juste comme le disait Philippe au début, je trouve qu'on peut que se réjouir de voir une jeune cinéaste qui s'empare de véritables sujets comme ça, et qui met pour ça en place une manière de faire, une méthode que je trouve en tout cas très intéressante. Alors, je dis pas que c'est. Et puis après, bon, ceci dit, son prochain film, c'est un Marvel. Oui, tout à fait. Elle a été employée par la franchise Avengers. Non, mais ça va être intéressant. Elle dit que le film est aussi personnel que. Ça va venir très vite. Bon, ça arrive en novembre, octobre. Tout à fait. Bon, en attendant, Nomadland de Chloé Zhao est en salle. Merci beaucoup, Philippe Azouri. Merci Sarah Hiller-Meyer. Vous restez avec nous, puisqu'après le journal, on parle d'exposition Picasso-Rodin et Animoff au Palais de Tokyo.